Bon, messieurs, dames, bonjour. J'espère qu'on est tous ici pour faire la paix avec l'intelligence artificielle. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici parce qu'ils ont vu intelligence artificielle dans le titre ou pas. Aujourd'hui, on va parler de GitHub Copilot, mais comme on fait en français aujourd'hui, on va dire copilote pour le reste de la présentation, ça ira bien. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'intelligence artificielle et en particulier d'arrêter un peu de se dire tout le temps que ça va nous manger, que Terminator est à nos portes, etc. et voir comment utiliser l'intelligence artificielle dès aujourd'hui dans notre façon de travailler, voir aussi tous les avantages, mais les limites aussi, voir que Copilot n'est pas prêt non plus de prendre nos boulots. Mais l'idée, c'est de voir un peu... Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui utilisent déjà GitHub Copilot? Ouais. Ok, donc l'idée, c'est de faire un peu adopter à tout le monde ça, en vous montrant que l'essayer, c'est plutôt l'adopter, mais quand même quelques limites. Un tout petit peu d'auto-promo d'abord, hein, après ça sera fini. Donc moi je suis chez Apps42, on est deux avec Vincent au fond. On est une toute petite agence digitale 360. On est expert sur le Flutter, PHP Symfony. On fait beaucoup de formations, d'expertise, d'audit de code sur nos technos de prédilection. Et on est aussi éditeur logiciel. Si vous utilisez des applis de thermomètre, d'indice UV sur Android et iOS, c'est probablement nous. On est les seuls à faire ça. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous dire qu'après 3-4 mois d'utilisation quotidienne de Copilot dans mon boulot, vous faire un retour d'expérience, vous montrer comment ça marche aussi et voir à quoi ça sert. Donc du coup, la petite équipe, c'est moi-même ici qui fait du front. Donc moi, à la base, je suis développeur Android, j'ai fait de l'iOS, j'ai été CTO dans une agence à Paris. Et depuis quelques années maintenant, je suis développeur Flutter, où je suis passé complètement à Flutter. Évidemment, je continue à faire des plugins natifs. Donc, c'était très intéressant ce matin, la conférence sur cross-platform ou natif. Mais aujourd'hui, je suis quasi quotidiennement sur du Flutter. Vincent, lui, s'occupe du back. Et on a Chloé qui, elle, fait le market et la communication. Donc, GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est? Donc, GitHub Copilot, c'est un pair programmeur d'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'il faut le prendre, et il faut le prendre effectivement comme son nom l'indique, un copilote et pas quelque chose qui va remplacer un développeur, ni faire du no-code en particulier. Aujourd'hui, c'est une extension finalement de l'IDE. Donc qu'est-ce que c'est? Vous prenez GitHub d'un côté, des milliards de lignes de code, librement hébergées, triées, taguées, documentées, tout ce que vous voulez, tout bien rangé au même endroit. Et de l'autre côté, on a OpenAI Codex. Donc Codex, c'est une sorte de chat GPT. Donc c'est de toute manière la même boîte qui le fait. C'est une sorte de chat GPT, mais il est très orienté programmation, c'est-à-dire que sa qualité principale, c'est de prendre du langage naturel et le transformer en code informatique. Alors, en tout cas, répondre en code informatique. Mais à la base, c'est vraiment un Large Language Model, LLM, comme ChatGPT. Et au milieu, on a Microsoft qui rachète les deux boîtes, GitHub et OpenAI, et ils se disent, tiens, comment je vais faire pour gagner de l'argent? Eh bien, c'est très simple. Je crée le GitHub Copilot, qui est en fait OpenAI Codex, qui est intégré directement dans les IDE et qui se base sur les milliards de codes de GitHub pour ressortir aux développeurs qui payent évidemment la solution, disons du code, et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Comment ça marche plus concrètement, et après je vais vous montrer en faisant du live coding, j'espère que vous serez gentils avec moi sur les effets démo qu'il risque d'y avoir. Aujourd'hui, Copilot, c'est un simple plugin, comme on peut ajouter sur Android Studio ou VS Code en particulier. Mais j'ai même vu, en faisant la presse, qu'il y avait aussi certains projets, en tout cas sur GitHub, qui étaient faits pour être intégrés dans Xcode. Donc même Xcode, il paraît. L'idée, c'est que ça ajoute des suggestions de code ou même des fonctions au fur et à mesure qu'on code. Donc les gens ne sont pas particulièrement perdus avec GitHub Copilot. C'est une sorte d'autocomplétion remplie d'intelligence artificielle, autocomplétion comme on peut avoir dès qu'on code sur n'importe quel IDE qui n'est pas Notepad++. Même Notepad++ doit avoir un peu d'autocomplétion. Et l'idée, en fait, c'est un simple appui sur table, comme on ferait avec l'autocomplétion, écrit finalement ce que propose GitHub Copilot. Donc c'est aussi simple que ça.
Alors là, c'est les sources de GitHub Copilot qui fait un sondage pour savoir si GitHub Copilot c'est bien. Donc a priori, oui. Mais donc, eux, ce qu'ils ont ressorti, c'est que 74% des gens se consacrent sur des tâches plus satisfaisantes que coder du code bêtement, pourquoi pas. 88% se sentent plus productifs. Et enfin, 96% se sentent plus rapides sur les tâches répétitives. Donc, au final, les 96%, ça reprend les deux trucs d'avant. Mais bon, admettons, au moins ça fait 3 points. Donc là, ils ont bien bossé chez GitHub. L'idée aujourd'hui, moi, de mon propre point de vue, effectivement, je ne sais pas si je peux me concentrer sur des tâches plus satisfaisantes, parce qu'il y a parfois se concentrer sur débugger ce que dit GitHub Copilot, mais en tout cas, on se sent plus productif et effectivement, on écrit beaucoup plus vite du code, et ça, je vais vous le montrer super rapidement. Le dernier point qui est intéressant, mais qui est quand même à relativiser, c'est que donc GitHub Copilot, GitHub Copilot, le sondage dit que 27% des suggestions proposées par GitHub Copilot sont acceptées par les développeurs quand ils sont en train de coder. Ce qui veut dire, et ça c'est eux qui disent ça, ce qui veut dire qu'en fait un quart du code des gens qui utilisent GitHub Copilot n'a pas été fait par eux, mais a été fait par une intelligence artificielle, puisque c'est bien elle qui l'a proposé. Donc c'est évidemment à relativiser. Et je rappelle au final qu'en fait GitHub Copilot, il faut le prendre comme un plugin d'autocomplétion, très avancé évidemment, mais un plugin d'autocomplétion. Et évidemment, et effectivement, quand on y pense sur nos propres IDE chacun, que ce soit Xcode, Android Studio, VS Code, on ne code pas la plupart des boucles for, la plupart des squelettes de classe, etc. Ça aussi, c'est autocomplété. Donc, d'une certaine manière, on n'écrit pas tout le code qu'on produit, mais GitHub Copilot, dit ça, et effectivement, ça a du sens. Donc, venons-en au fait et au live coding qui va être pas piqué des verres. Du coup, GitHub Copilot, au départ, et c'est ça qu'ils vendent aussi au départ, parce que c'est facile à vendre, c'est que ça sait écrire du code boilerplate, comme on dit, c'est-à-dire des constructeurs de classes, des factories, les toString, les equals, etc., mais aussi des choses un peu plus avancées, comme des fetch d'API, etc. L'idée ici, c'est que moi, je vais vous... je vais passer en mode live coding. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous faire... donc une proposition en Flutter, donc c'est du Dart, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à du Java, disons, JavaScript, en termes de syntaxe, c'est pas très compliqué, mais l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer des choses assez simples, et les gens qui font du Flutter comprendront directement ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, je vais lancer une classe de contenu, voilà, donc là je ne sais pas trop ce que ça va faire, mais disons, là je vais dire je crée une classe de contenu, et on va voir ce que GitHub me dit. Donc lui, il me dit tout de suite, alors, tu as un contenu, donc probablement tu veux un titre, tu veux un auteur, tu veux un ISBN. Bon, donc il pense que c'est un book, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est sûrement parce que j'ai fait d'autres choses ici sur book que vous voyez dans une autre classe. Donc GitHub Copilot se sert beaucoup du contexte de programmation dans lequel vous évoluez aussi. C'est pour ça qu'il va me coder en Dart et pas dans autre chose, mais c'est aussi pour ça qu'il me propose des choses qui ont rapport avec ce que je fais. Donc je peux dire ça tout de suite, voilà, je vais accepter la proposition, mais je peux dire, ok, moi ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une fonction de copie, un clone, quoi, comme on fait en Java, mais une fonction de copie d'une classe de données. Donc, je vais dire simplement, each class content contains a title machin, donc, mais c'est pas ça que je veux, a copy function. Voilà. That returns a new content object. Voilà, il est en with the same value as original, non, ça on va dire non. Voilà. Et donc on va enlever ce que proposait Copilot, et puis on va voir ce qu'il va nous proposer maintenant. Alors vous voyez ici que le plugin est ici, et que là quand il réfléchit, c'est que il est en train de réfléchir du coup. Et donc là, on a une copy with qui est un pattern assez commun qu'on voit en Dart et en Flutter, qui prend en fait des nullables en entrée et qui renvoie une nouvelle instance du contenu. Et en fait, on peut choisir tout un tas de choses. On peut même rajouter typiquement des fetch d'API. Donc bon, là, c'est pas vraiment, disons, la meilleure manière de faire, mais donc on peut aller dire content API égale https mycontents.com/contents par exemple, et on va dire que je veux récupérer, donc c'est une future, donc c'est-à-dire c'est une promesse, une future de liste de content,
et on va dire fetch content, et on va voir ce qu'il propose. Est-ce qu'il propose quelque chose? Non, il ne veut pas proposer. Du coup, quand il ne propose pas, ça je vous le montre aussi, on peut aller lui demander d'aller chercher quand même d'autres choses à trouver. Et donc là, évidemment, là, il ne sait pas trop quoi faire. Mais bon, ça, c'est le live coding du coup. Mais a priori, de temps en temps, il va vous proposer une manière d'utiliser HTTP, etc. pour fetcher vos contenus. On va aller un petit peu plus loin avec une classe qui est un peu moins, disons, standard, avec un book. Donc c'est pareil, c'est un objet métier. Donc ici, on lui a déjà dit qu'il a un titre, un auteur, un ISBN, et on va dire class book, du coup, hop, voilà. Il réfléchit, et il va nous dire, bon ben voilà, un peu la même chose, un string, un auteur, un titre, un auteur et un ISBN, tout en string. Mais en fait, moi, j'ai une classe qui s'appelle auteur, ou en tout cas, je veux faire une classe qui s'appelle auteur. Donc, author, voilà, is a class with a name and a family name, par exemple. Hop. J'efface tout ça. Hop. Voilà. Vous remarquez aussi d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous montrer que a priori, si on ne fait pas n'importe quoi, il va suivre les bonnes pratiques. C'est-à-dire, il va suivre les choses les plus probables. Hein. C'est ça qu'on va voir aussi, c'est qu'il suit les choses les plus probables qui risquent d'arriver. Et donc, en probabilité, ce sont les bonnes pratiques qui vont apparaître. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques pour écrire des fonctions d'égalité avec le hashcode qui va bien. Donc je reprends tout ça, j'enlève ça et j'attends des nouvelles suggestions. Sachant que la seule chose que j'ai changée, c'est le commentaire avant. Et là, on voit tout de suite que il a créé une classe auteur, qui n'existe pas dans mon projet. Mais, OK, on lui a dit auteur, c'est une classe, donc on fait quelque chose. Et du coup, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Eh bien, ils vont faire entrée, entrée, et créer une classe auteur. Alors, est-ce qu'il va y arriver tout seul, ou est-ce que je vais devoir l'aider? Non, classe auteur, voilà, avec un nom et un family name. Et là, bah, ça compile du coup. Donc voilà, l'idée qu'on voit ici, c'est que ça crée facilement tout ce boilerplate et on n'a même plus besoin finalement de génération de code ou en tout cas de solution de génération de code et on peut réutiliser directement ce genre d'outillage parce qu'en fait c'est ça au final, hein, il n'y a rien de magique derrière, c'est un outillage d'autocomplétion pour écrire ce genre de code un peu rébarbatif. Donc je retourne sur la présentation et on va voir ce que peut faire aussi. GitHub Copilot, comme peut-être plus de gens ont essayé avec ChatGPT, c'est aussi très bien traduire quoi que ce soit, à peu près aussi bien que Google Translate aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions qui ont, disons, pignon sur rue. Et donc on va voir ce que ça veut dire. Donc je me suis créé une classe internationalisation où là j'ai écrit tout bêtement un ensemble de strings, enfin des clés valeurs avec des mots en anglais. Et là je vais dire OK, donc là je veux FR. Et il me dit donc des traductions qui ont l'air à peu près OK sur le français. Mais je peux lui dire aussi en allemand, par exemple. Alors je suis moins fort en allemand, donc je ferai confiance à nos amis germanophones ici pour me dire si c'est OK. Mais on pourrait dire aussi quelque chose, moi je ne connais pas l'isocode, par exemple, du tagalog. Admettons, je sais que c'est une langue, tagalog ici, on va me dire tagalog, et on va voir si quelque chose se passe. Là, c'est du live. Ouais, ça a l'air d'aller. Du coup, bah là, je fais confiance maintenant à GitHub Copilot de est-ce que c'est du bon tagalog. Mais en l'occurrence, on peut ajouter des commentaires au fur et à mesure pour orienter finalement l'autocomplétion que GitHub Copilot va fournir. Donc c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. On va voir dans l'autre sens à quoi peut servir aussi la traduction. Voilà, GitHub Copilot, au final, il connaît les bails. C'est-à-dire qu'en gros, il sait la plupart des choses que des gens ont fait avant vous, en particulier du boilerplate, des traductions, et tout un tas de constantes ou de bonnes pratiques qui ne sont pas forcément évidentes quasiment à trouver même sur Stack Overflow. Et même si elles sont faciles à trouver sur Stack Overflow ou sur d'autres outillages sur Internet, ce qui est intéressant ici, c'est que Copilot, il est directement intégré à l'IDE, donc on ne sort plus de l'IDE pour avoir tout un tas de constantes qui peuvent être intéressantes. Donc on va voir les constantes. Donc, par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vais dire une liste de couleurs. Voilà.
est-ce qu'il va autocompléter? Voilà, Rainbow Colors, et donc a priori on a un subset des couleurs de l'arc-en-ciel fournies et écrites directement en Dart. On a les mois de l'année en liste, donc c'est là que je vous montre aussi à quoi sert la traduction, c'est-à-dire que la traduction peut être utile aussi pour dire des choses qu'on ne sait pas forcément dire dans la langue de Shakespeare, mais qu'on sait dire dans notre langue, et du coup donner les mois de l'année, donne-moi les mois de l'année dans une liste. Et aujourd'hui, voilà, a priori, donc j'ai pas trop besoin de vérifier parce que, encore une fois, c'est quelque chose de standard et de très probable. On peut aller plus loin, donc all language ISO code with their country and emoji flag. Donc là, on va dire map de string de dynamique, parce que là, je sais pas trop ce qu'il va me donner. Et on va dire qu'il va y arriver ou pas. Ça réfléchit parce que là, il faut qu'il aille chercher loin là, dans GitHub. Là. Plus c'est compliqué ce que vous allez dire, plus ça va être compliqué de trouver des choses. Donc là, il ne sait plus quoi me dire. Donc je vais voir si dans les complétions, il arrive à retrouver quelque chose. Il n'a rien de trouvé d'assez probable pour me le proposer directement. Mais parfois, il peut donner aussi d'autres complétions si on lui demande un peu plus instamment. Ah, voilà, on a quelque chose ici. Donc je vais faire accept solution et on a quelque chose de pas très intéressant. Et là, on voit même que ça compile pas. Donc, ce n'est pas forcément toujours la bonne solution à faire. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre un nom de variable. Alors, on va dire ISO codes. Voilà. C'est peut-être pour ça, parce que si on écrit du mauvais code, lui, il ne sait plus trop quoi faire non plus. Alors, OK. Est-ce qu'il arrive à faire la suite? Ça réfléchit. Après, vous allez regarder souvent ça quand vous utilisez GitHub Copilot. On n'a plus envie de coder après. On préfère trouver le bon commentaire pour que ça se code tout seul. Bon, là, évidemment, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres choses plus intéressantes. Je ne sais pas si elles sont plus intéressantes, mais en tout cas, on peut aller chercher, par exemple, des choses toutes simples qu'on ne sait pas forcément de tête et qu'on n'a pas envie de chercher ailleurs, comme, par exemple, si vous faites beaucoup de chimie, la constante d'Avogadro, par exemple, j'en sais rien. Essayons. Voilà, a priori, ça me rappelle vaguement quelque chose de mes cours de 3e, mais aussi d'autres choses que je ne saurais pas forcément dire en anglais. Par exemple, le volume d'une sphère, je ne me rappelle plus comment on dit, enfin, volume d'une boule en l'occurrence. Donc, je ne sais pas comment on dit boule en anglais. Donc, je vais dire volume d'une boule avec le rayon, et ça va me donner 4/3 de pi r carré. A priori, pareil, de mes cours de maths de 3e me rappellent que c'est a priori la bonne solution. Ensuite, évidemment, on va voir que ça a des limites et que dès que ce ne sont pas des solutions ou des solutions triviales, GitHub Copilot peut vite faire des bêtises, comme fait ChatGPT d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a envie d'avoir une autre constante ici ou quelque chose? Non. Ah bah tiens, volume d'un cône. Ben voilà, ça doit être 1/3 de 3 pi r carré fois la hauteur. Voilà. Eh ben, je suis content de le savoir. Merci GitHub Copilot. Je vais bien te payer 10 balles par mois pour ça. Ok, donc voilà, on a les bonnes pratiques, on a tout le reste. Voilà, à quoi sert aujourd'hui GitHub Copilot? Maintenant, on va voir un peu comment c'est utilisé pour vraiment travailler. Disons que là, c'était plus pour rigoler, même si en fait, des traductions, ça va beaucoup plus vite, le boilerplate, ça va beaucoup plus vite, et certaines constantes aussi. Mais on va voir comment c'est utile, disons, quand on travaille dans un framework, ce qui n'est pas forcément tout de suite évident quand on se dit d'un outil d'autocomplétion, comment il peut y arriver. Donc, GitHub Copilot, il connaît a priori aussi votre framework, à part si vous êtes le seul, évidemment, contributeur de ce framework, quoique peut-être il est allé chercher dans GitHub aussi, mais a priori, il connaît ce genre de choses. Donc, on a écrit aujourd'hui une belle fonction qui permet d'interpoler une couleur en Dart, parce que moi, aujourd'hui, je fais du Dart, mais ce que je fais, c'est que je publie sur iOS et sur Android. Donc cette fonction, elle est simple. On prend, alors attendez, je vais vous montrer ici. On prend quelques couleurs différentes qui vont du vert au rouge, et c'est pour montrer un indice UV. Donc si c'est un indice bas, c'est plutôt vert. Si c'est un indice haut, c'est plutôt rouge. Mais ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas juste mettre 6 couleurs. Je veux dire que comme mon indice UV, c'est un double entre 0 et 15 à peu près,
je voudrais que chaque fois qu'il est entre deux couleurs, il affiche, disons, un lerp, pour ceux qui connaissent les maths, mais Dart et Flutter en l'occurrence, mais disons, c'est une interpolation entre deux couleurs par rapport en fait, à la fraction qu'on a de l'indice. Donc on a en fait un intervalle ici, c'est pas du très beau code, hein, je vous l'accorde, mais on a quand même des fonctions non triviales, disons, qui sont prendre la valeur entière, on rajoute 1, on fait un if, on retourne une couleur qui est la dernière couleur si c'est supérieur à 4, et on finit par faire un lerp. Donc aujourd'hui, ça sert à afficher un magnifique widget. Je vous invite à télécharger tous la magnifique application Indice UV, disponible sur toutes les plateformes. Un magnifique widget sur iOS. C'est pas facile à faire rafraîchir, je vous le dis. Mais donc, le problème, c'est que le code qu'il y a sur iOS pour faire des widgets, on est obligé de l'écrire en Swift UI en l'occurrence, mais en Swift. Et moi, Swift, disons que j'en ai fait, mais j'ai un peu oublié. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est que je dis, je vais ouvrir le fichier .swift sur Android Studio. Alors là, je vous montre que, pas en live parce que ça va être compliqué, mais j'ai simplement dit à Android Studio, dans le fichier .swift, ok, j'ai cette fonction Dart et tu me l'écris en Swift, je donne la fonction dans le commentaire, et ça me donne quelque chose qui a eu l'air de fonctionner en Swift. Pareil, pas très beau, puisqu'il reprend un peu la manière de coder en Dart, et probablement qu'il y a des choses plus intelligentes à écrire en Swift, en particulier avec les sucres syntaxiques qu'offre Swift, mais on a quelque chose. Le problème ici, c'est que l'ERP, ça n'existe pas en Swift, en tout cas pas à ma connaissance, mais pas de problème. Moi je lui ai dit, ok, moi j'ai une fonction l'ERP, en fait c'est l'interpolation entre deux couleurs, c'est ça que ça fait l'ERP. Du coup, je prends alors là, c'est écrit dans une extension Swift. Donc on a une couleur d'abord, on prend une autre couleur et la fraction qui est entre les deux. Et il a écrit quelque chose aussi qui a eu l'air de fonctionner, vous l'avez vu sur le widget juste avant, qui prend, et donc j'ai vérifié dans le code de l'ERP de Dart, et ça ressemble à ça. Donc en gros, on fait une fraction entre chaque RGB, et ça donne l'interpolation de la couleur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit même sans Xcode au final. Puisque là j'avais pas l'autocomplétion dans Xcode et qui compilait plutôt pas mal dans Xcode. J'ai peut-être dû changer 2-3 choses, mais voilà. Donc là on a vu tous les bons côtés de GitHub Copilot, mais on va voir que le feu parfois ça brûle. Du coup, GitHub Copilot, faut pas oublier, et en fait c'est un des vrais points de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a tendance à croire que c'est magique, que ça va nous manger, que c'est une baguette magique, etc. Dès qu'on commence à travailler avec, on voit que c'est pas ça, en tout cas pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un outil. C'est-à-dire le feu pour faire les barbecues, c'est bien. Quand ça brûle Notre-Dame de Paris, c'est moins bien. Le nucléaire pour faire l'électricité, c'est bien. Sur Hiroshima, c'est moins bien. Et bien GitHub Copilot, on pourrait dire à peu près la même chose. C'est-à-dire si c'est bien utilisé, c'est bien. Si c'est mal utilisé, on va voir ce que ça donne. Donc, se rappeler, très important. Si vous utilisez d'ailleurs ChatGPT, c'est la même chose, il ne comprend rien. Ça n'est pas, par exemple, comme Google Search qui va faire un peu de l'inférence sémantique de ce que vous allez dire quand vous allez proposer, quand vous allez chercher quelque chose sur Google. ChatGPT ou GitHub Copilot, lui, ne sait rien. Il est simplement capable de donner les mots, ou en tout cas plutôt le code pour GitHub Copilot, les plus probables qui vont arriver après un certain prompt, c'est-à-dire après un commentaire, après un autre bout de code, et en particulier dans le contexte dans lequel il est contenu. Mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune, mais je dis bien aucune, garantie de sécurité, d'absence de bugs, de bonnes pratiques, etc. La seule garantie qu'on a, c'est que, a priori, si beaucoup de gens ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui marchait ou qui suivait les bonnes pratiques, et que donc, vous allez vouloir utiliser ça aussi. Mais dans certains cas, en particulier si vous faites des choses qui sont, disons, très complexes, ou même pas si complexes que ça, on va avoir des petites surprises. Et si ça commence à devenir très complexe, ça sera des grosses surprises. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que GitHub Copilot se base sur le contexte. Donc, il est basé sur des milliards de lignes de code, mais il se base aussi, il met beaucoup de poids sur vos propres lignes de code. Donc, si vous faites des erreurs, si vous utilisez des mauvaises manières de coder, il va faire la même chose que vous. Donc, on va voir ça tout de suite avec une classe, avec un fichier qui s'appelle ugly.
Donc ici, donc pour tous ceux qui ont fait du Dart ou du Flutter, vous allez voir, donc je mets une classe mais je ne mets pas de majuscule. Sachez que ça compile, hein, mais bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on écrit. On met une late final string, mais qui est écrit comme une constante. Après, on utilise du snake case avec une majuscule au début, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on va écrire. Le toString, bon, le toString, ça va à peu près. Mais l'opérateur d'égalité, ici, prend name, mais en hashcode, prend 1. Donc ça, je vous déconseille de faire ça quand vous utilisez une map, parce que sinon, ça va plus marcher. Mais bon, disons que ça compile, c'est du code qui fonctionne, et pourquoi pas un débutant pourrait écrire ça. Donc le débutant, il est tout content, il a écrit sa classe, et il se dit, bon ben voilà, GitHub Copilot, il va beaucoup m'aider. Et donc là, je ne vais pas dire qu'il utilise les best practices, je ne vais pas dire tout ça. Je vais simplement dire, ben, maintenant que j'ai ma classe car, je vais prendre ma classe plain. Qu'est-ce qu'il va dire Copilot? Il va dire que, bah, a priori, il y a un name qui est écrit comme ça, il y a un other stuff, et puis voilà, le hashcode c'est 1, etc. Voilà, donc GitHub Copilot, lui, fait la même chose que ce que vous faites. Ensuite, on peut toujours essayer d'améliorer ça. Mais il faut se rappeler donc là, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas, qui risque de ne pas arriver même sur un développeur débutant, mais on va voir que sur d'autres cas un peu plus subtils, ça devient vite compliqué. On peut dire class to represent a plane following the best practices. Voilà. Donc on va essayer de l'orienter. Et on va voir si ça fonctionne. Alors on va un peu l'aider. Je veux une classe. Il veut pas, évidemment. Il ne connaît pas les best practices. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné quasiment la même chose, mais pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il a bien écrit, finalement, en tout cas, suivant les bonnes pratiques, les noms de variables. Donc voilà. En fait, on voit très vite que lui, il se dit, bon, mais ok, tu as mal écrit ton code, mais tu voudrais quand même utiliser bonnes pratiques. Alors, il ne se dit pas ça, hein, je rappelle, il ne se dit rien du tout. Mais a priori, les gens qui ont écrit du mauvais code et qui se sont dit, bon, derrière, je veux quand même écrire des choses avec des bonnes pratiques, alors on va plutôt écrire comme ça les choses. Donc voilà comment on peut orienter les choses. Mais ensuite, il faut savoir que GitHub Copilot, lui, il est bête et méchant. Si vous écrivez du mauvais code, il écrira du mauvais code. Et donc on va voir ça, on n'a pas énormément de temps, mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est un algorithme qui est semi-trivial, dans le sens où il est en fait assez simple à expliquer, mais c'est quelque chose qu'on voit rarement parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt. Donc en gros, c'est un algorithme simple. On prend une heure en entrée, donc un datetime, c'est-à-dire un conteneur de date et d'heure, et on arrondit à la dizaine inférieure leurs données. C'est-à-dire si on a midi 25, on va dire midi 20, si on a 6h10, on va dire 6h10, si on a 1h12, on va dire 1h10. Donc là, c'est quelque chose que j'ai écrit, c'est pas magnifique, hein, vous m'excuserez aussi, mais en gros, l'idée, c'est de prendre la valeur d'heure dans le datetime, le mettre en toString, pas des left sur la gauche, c'est-à-dire pour ajouter un 0 si on a un 1, et pareil pour les minutes. Sauf que pour les minutes, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le modulo 10 des minutes, on le soustrait, c'est-à-dire le reste de la division entière par 10, pour avoir, au final, l'arrondi à la dizaine en dessous. Et on pas de left aussi sur la gauche. Donc, donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit. Ensuite, je l'ai effacé et j'ai demandé à GitHub Copilot de faire la même chose. Et je l'ai aidé parce que je n'étais pas sûr de mon anglais sur le nom de la fonction. Je l'ai aidé avec des commentaires. Donc, je lui ai dit, OK, donc ça fait ce que je vous ai dit. Et puis, ben, vas-y, donne-moi la fonction. Donc, il vient de me donner une fonction qui prend les minutes. Il sort une variable, bon, pourquoi pas. Il utilise une autre manière de récupérer la dizaine inférieure, mais qui a priori est OK, qu'on voit d'ailleurs souvent sur Stack Overflow pour faire ce genre de choses. Et il me renvoie la même chose que moi. Pas exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de left à gauche. Ah, voilà. Donc ici, en fait, on a utilisé, il n'a pas de left lower. Donc là, si on met 0, 6h12, il va écrire 6h12. Alors, c'est pas que c'est faux ou pas faux, c'est pas ce que je voulais. Mais voilà, ça c'est autre chose, quoi, disons. D'ailleurs, je lui ai bien dit return the string formatted as HHMM. Mais bon, ça, il n'a pas voulu. Du coup, en fait, là, on a un bug qui est assez subtil au final, sur un algorithme qui est quasi trivial. Et si on a le malheur de commencer par un if, la fonction, là, on a une magnifique plâtrée
qui fait exactement la même chose qu'avant, mais qui est extrêmement pas élégante. Et quand on voit un débutant écrire ça, on lui dit bon ben, je n'accepte pas ton merge, et puis tu vas me réécrire ça en bossant 2 minutes de plus. Et voilà. Mais le problème, c'est que au final, c'est ça qui va se passer, c'est que un débutant qui se dit GitHub Copilot va m'aider pour tout, il va écrire if parce que c'est vrai qu'on va se dire ça dans la tête. Ah ouais, c'est vrai. Alors si c'est moins que 10, je vais marquer 0. Donc, ben, le problème, c'est que sur Stack Overflow et partout, on va avoir ce genre de code, et en particulier sur GitHub. Et donc, on se retrouve avec du code avec le même bug qu'avant d'ailleurs, mais en plus très inélégamment écrit. Voilà. Dernier point qui est quand même important, c'est que GitHub Copilot n'est peut-être pas légal. Voilà. Pourquoi peut-être? C'est parce que il n'y a pas de prise en compte des copyrights. Donc, quand on va sur le site de GitHub Copilot, ils nous disent très simplement, eh bien c'est simple, si vous avez un problème de copyright et qu'on vient vous attaquer, on viendra au procès avec vous. Bon, c'est bien, mais on n'a aucune solution de savoir ça, et en fait on trouve déjà sur Twitter des gens qui disent « Ok, moi j'avais du code open source, mais avec certaines licences qui font qu'on n'a pas le droit de le réutiliser commercialement, et mon code en fait est réécrit dans GitHub Copilot directement. » Donc ça c'est un gros souci au début, et il n'a pas du tout été adressé encore par Microsoft, GitHub, etc. Donc si vous faites des choses un peu touchy, faites attention à ça. Ensuite, les failles de sécurité en tout genre. Mais comme je vous ai montré qu'il est capable d'introduire des bugs dans des algorithmes quasi triviaux, dans des choses beaucoup plus touchy, là vous êtes sûr que ça va arriver. Et donc, si vous ne voulez pas que votre code soit réutilisé, n'oubliez pas de cocher ne pas utiliser. Ah oui, c'est ça que j'ai mis. Décocher ne pas utiliser mon code risque de ne pas suffire. Et oui, parce que en fait, aujourd'hui, eux, ils s'engagent à ne pas utiliser le code en particulier dans les repos privés qu'il y a sur GitHub. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière pour entraîner leur modèle? Ça, on ne sait pas exactement. Donc aujourd'hui, c'est le vrai point de GitHub Copilot qui ferait que d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans le Tech Radar de cette année, il est que en trial et pas en adopt. C'est-à-dire que moi, je l'ai adopté, mais parce que je ne fais pas du travail a priori, enfin, je fais du travail un peu bête et méchant, disons. Je fais des applis d'indice UV. A priori, je ne vais pas bouffer les copyrights des gens en réécrivant une fonction de l'ERP de couleur. Mais des gens qui écrivent des choses un peu touchy, ça peut être vraiment compliqué, en particulier pour ne pas se faire aspirer son propre travail. Mais on n'arrête pas le progrès. Donc, comment utiliser GitHub Copilot au mieux? Donc ça, c'est quelques tips que j'ai glanés au fur et à mesure du travail que j'ai fait. Essayez d'écrire du code un peu suivant la clean architecture, etc. Donc des noms de méthodes et de variables explicites. Mais si vous dites A et B, GitHub Copilot, il va avoir plus de problèmes pour trouver ce que vous voulez dire. Si vous mettez un nom de variable comme Avogadro constante, a priori, il va se dire que ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Découpage en petites méthodes, il est bien meilleur pour écrire des petites méthodes. Donc en gros, ce qui est bien avec GitHub Copilot, c'est que ça vous force à essayer d'écrire du code propre. Toujours relire le code, très important, toujours relire et tester le code, car à chaque fois qu'on fait quelque chose, encore une fois, qui n'est pas trivial, il y aura des erreurs. Cherchez dans les autres suggestions, donc ça c'est ce que je vous ai montré aussi dans le plugin. Des fois, on a des choses plus intéressantes qui apparaissent. Utiliser les commentaires, c'est bien aussi, ça force à utiliser les commentaires quand on crée des méthodes, puisque on se force à dire ce qu'on veut faire. Donc parfois, ça aide évidemment GitHub Copilot à le faire, mais ça nous aide aussi nous à comprendre ce qu'on veut faire. Et enfin, se laisser surprendre. C'est-à-dire que moi, la constante d'Avogadro, je ne pensais pas qu'il allait la trouver, j'ai tapé ça, et finalement, il la trouve. Donc, gardez l'esprit ouvert sur la puissance de l'outil, en se rappelant que ça n'est qu'un outil et que vous êtes toujours le développeur ici. Donc, je terminerai sur 6 points à ramener chez vous. GitHub Copilot, c'est très bon sur les tâches simples, les constantes, les API connues, les grandes API par exemple de Flutter, de Swift, etc. Il connaît tout. La syntaxe, les traductions, le boilerplate. Mais mauvais sur les opérations complexes, et en particulier les algorithmes. Je ne vous parle même pas des architectures, car il n'est pas vraiment fait pour poser des architectures, ou même certaines bonnes pratiques. Il est parfois dangereux, puisqu'il peut introduire des bugs difficiles, ou difficiles à trouver, subtils. On ne sait pas trop sur la légalité du code sur la fiche de données, donc ça c'est vraiment à prendre en compte si c'est quelque chose d'important pour vous. Ça n'est pas pour les novices. Comme je disais, on ne donne pas une voiture à un enfant, on ne donne pas GitHub Copilot à un débutant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y a des gens qui pensent le contraire et que c'est un bon élément pour s'entraîner. Moi aujourd'hui, je me dirais que c'est plutôt un bon élément pour commencer à mal écrire du code et à avoir un biais de confirmation via GitHub Copilot qu'on écrit du bon code. Mais ce n'est pas le cas du tout. Enfin, c'est pas cher, mais c'est pas gratuit, c'est quand même 10 € par mois.
Et enfin, en tout cas pour moi, maintenant, il est vraiment difficile de me passer de GitHub Copilot. Donc, si vous commencez à le prendre, préparez-vous à payer 10 € par mois. Donc, commencez à préparer un peu les sous pour Noël. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est devenu aussi indispensable qu'un IDE qui est bien configuré. Donc, comme maintenant, je ne travaille plus sur Notepad ou sur Sublime, eh bien maintenant, je ne travaille plus sans GitHub Copilot. Voilà. Et comme disait Oncle Ben, eh bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à faire du feedback.